Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. À tous, bienvenue, mesdames, messieurs, détenus politiques. L'expression révolue depuis les années 90 est à nouveau, dit-on, sur toutes les lèvres et fait presque partie du quotidien du citoyen lambda. À ce jour, il serait plusieurs centaines à croupir en prison et l'effectif irait sans cesse croissant, bien que soit du passé la très controversée présidentielle de 2021. Mais qu'en est-il exactement au sujet de ces détenus? Que dire des conditions de détention et possiblement des prochaines comparutions? 100% Bénin, le numéro du jour, mesdames, messieurs, pour une descente dans l'univers carcéral béninois. Coup de projecteur sur les 10 détenus politiques. Et ce sera autour du terme arrestation pré- et post-électorale 2021. Quel état des lieux? Principal invité, maître Aboubacar Parapé, avocat au barreau du Bénin. Il est le président de l'ODHP, l'Organisation de défense des droits de l'homme et des peuples. Et c'est ça tout titre, à ce titre, mesdames, messieurs, que nous le recevons. Maître Aboubacar Parapé, bonjour à vous. Oui, bonjour, monsieur Joël. Merci beaucoup. Vraiment, je ne saurais quel mot utiliser et pour vous remercier pour ce plateau exceptionnel que vous avez composé et pour recevoir ma modeste personne autour de ce qui constitue aujourd'hui un sujet d'inquiétude pour la nation et pour tous les citoyens, à savoir les arrestations massives et par ricochet les détentions politiques. En tout cas, c'est à nous de vous remercier. Ce n'est pas gagné d'avance, un agenda hyper chargé, mais vous êtes là. En tout cas, assez de rumeurs autour de ces questions de détenus politiques, assez de données aussi. Clarification s'impose. Et qui mieux que vous, avec votre casquette de président de l'ODHP, pour nous éclairer. Une fois encore, nos remerciements. Alors, cette émission, mesdames, messieurs, se fera en co-animation. Et à mes côtés, mon collègue qui n'est plus à présenter, Landry Salano. Oui, Landry Salano, bonjour. Bonjour, Joël Etanji. Ah oui, un plaisir d'avoir Maître Baparapé avec nous. Évidemment, Maître Baparapé, bonjour. Oui, monsieur Landry, merci beaucoup. Merci, bonjour, oui. Merci aussi d'accepter notre invitation. Oui, c'est un honneur de vous avoir aujourd'hui face à moi pour pouvoir répondre à vos questions. Je suis à votre disposition. Voilà. Le 23 mai dernier, au cours de sa prestation de serment, le chef de l'État, Patrice Talon, a prononcé des mots, des phrases qui ont quand même réjoui beaucoup. Le chef de l'État appelait donc à l'unité, j'allais dire, à faire un peu table rase du passé. Beaucoup d'organisations de citoyens se sont réjouis. Vous, en tant que président de l'ODHP, quelle est la lecture que vous avez eu à faire de ces propos du président de la République? Oui, merci beaucoup. Je suis président d'une grande organisation des droits de l'homme et à ce titre, nous suivons très minutieusement, avec beaucoup d'attention, les mouvements, les propos du premier magistrat de l'État, à savoir le président de la République, et qui effectivement, lors de sa prestation de serment, donc a eu à dire un certain nombre de choses en 3 volets. La première des choses, c'est la réaffirmation de la continuation donc du PAGE. Le PAG, le programme national de gouvernement. Voilà, au regard des résultats qu'ils auraient obtenus sur le terrain. Deuxièmement, il a abordé la question des libertés et de la démocratie. Et troisièmement, il a parlé du volet social donc de son nouveau mandat. Alors, nous avons été très intéressés par cette déclaration, notamment celle relative donc, à l'unité, parce qu'il a dit exactement ceci: les élections sont terminées, donc il faudrait faire le rassemblement, je crois, et puis bâtir ensemble la nation. Il a parlé également des libertés
et de plus de démocratie. Alors, président d'une organisation des droits de l'homme, vous comprenez bien que nous nous réjouissons donc de telles déclarations d'un président qui, tantôt, lors d'une interview à RFI, avait montré de la fermeté en disant qu'il n'est plus question, n'est-ce pas, de pardonner, parce que ça s'était passé en 2019, et il a pardonné, et puis les mêmes reviennent encore, donc il n'est pas question de choses. Quelque temps après, il vient et parler ainsi, donc nous sommes intéressés, mais avec beaucoup de réticence. Mais à quel niveau et pourquoi, de réticence? Oui, il s'agit du président de la République. Oui. Patrice Talon, il ne s'agit pas de Boni Yahi qui il fait un pas et puis il recule, il demande pardon et puis non. Il s'agit du président de la République, Monsieur Patrice Athanase Guillaume Talon. Que voulez-vous dire exactement? Voilà. Ouais. Il s'agit de quelqu'un qui a mis son premier mandat sous le signe de la ruse et de la rage. Et en cours de chemin... Il n'a jamais dit officiellement. Bon, il n'a jamais dit officiellement, c'est des personnes quand même autorisées qui l'ont dit officiellement, que vous avez couvert, et ce ne sont pas de n'importe qui ont eu à le dire, c'est des gens très très proches, et je suppose, et il n'a pas démenti non plus. Donc, il a montré à travers les faits qu'il a gouverné dans son premier mandat avec beaucoup de ruse et maintenant de rage. Ruse, rappelez-vous, les mouvements de grève. Il a souvent invité les gens au palais, il a promis de faire quelque chose, mais en lieu et place des promesses faites, c'est autre chose qui l'amène, durcissement. Ainsi de suite, ça a été toute une succession donc d'effets de surprise. Vous comprenez? Avec la population. Par rapport à la rage, il faut voir déjà les casses. Mais ça a été vraiment rageur et ravageur. Ensuite, maintenant, il y a eu les arrestations. Donc, il y a eu des cadavres. Quelqu'un avait dit, nous allons marcher sur les cadavres. Bon, il est marché, il a effectivement marché sur les cadavres, mais pas autant que le régime de la rupture. Pour cette présidentielle, on va quand même rappeler... Je viens. Voilà. Vous avez posé une question... Oui, c'était juste un peu de grève pour rester un peu... Non, on va recadrer. Il faut rappeler un peu le passé récent là, pour permettre aux populations de comprendre. Je suis quand même le président de l'Organisation de défense des droits de l'homme. Je suis venu là, vous m'avez invité, c'est pour avoir des éclairages. Donc vous avez dit pourquoi j'avais des réticences. Les raisons pour lesquelles nous, au niveau de l'ODHP, on a eu des réticences par rapport à cette connaissant l'homme, les réticences sont liées au fait que je suis en train de rappeler. Vous comprenez? Donc, c'est par rapport à tout ça là que nous nous sommes dit, nous prenons comme tel, mais connaissant l'homme, il ne faudrait pas se réjouir très tôt, il faut le laisser, donc poser des actes concrets avant que nous puissions dire, enfin, voilà quelqu'un qui respecte sa parole, et on est prêt à l'accompagner dans ce sens, puisque nous sommes une organisation des droits de l'homme, nous défendons les libertés, nous défendons la démocratie, nous défendons, n'est-ce pas, tous ceux qui sont arrêtés pour leur opinion, pour leur comportement, et dans le cadre de la politique. Et c'est ceux-là qu'on appelle des détenus politiques. Si ils parlent de plus de liberté, de plus de démocratie, alors que nous avons des citoyens que nous avons adoptés au niveau de l'ODHP qui sont en difficulté avec le pouvoir par rapport à leurs opinions, par rapport aux actions politiques qu'ils ont posées et qui les a amenés en prison, mais vous comprenez que nous nous réjouissons si le premier magistrat de l'État qui a constitutionnellement le droit de grâce, le droit de pardonner. Si aujourd'hui le président de la République dit, après mon passage, dit voilà, ce monsieur, vraiment il m'a interpellé, voilà la situation, donc à partir d'aujourd'hui, allez, libérez-moi tous les détenus. Quel est le magistrat qui va s'y opposer? Aucun, il a le droit de grâce.
Vous comprenez? Donc, il a ce pouvoir. Nonobstant la détention de ce pouvoir, et malgré les déclarations qu'il a eu à faire, nous regardons un peu dans le rétroviseur pour dire bon, attendons de voir. Il ne faut pas trop se réjouir. Il ne faut pas très tôt se réjouir. Mais alors, lorsque le porte-parole du gouvernement revient sur cette question en clarifiant qu'il n'est nullement pas question d'aller à l'impunité, votre choix demeure tout de même, non? Parce qu'on est dans un état de droit. Mais ce qui confirme justement notre réticence, c'est comme si mon ami Umbedji, on l'appelle DECOM maintenant, ou bien... C'est porte-parole du gouvernement. Le secrétaire général adjoint. Il a été promu secrétaire général adjoint du gouvernement, porte-parole du gouvernement. Vous comprenez? Il est venu comme pour faire une explication de texte pour recadrer en fait son chef, le président de la République. Non, pas pour recadrer son chef. Non. Moi j'ai trouvé ça... C'est la lecture que vous en faites. Non, moi j'ai trouvé ça très audacieux que le président de la République rassure son peuple, parce qu'il est le premier magistrat de l'État. Vous comprenez? Il est le père de la nation. À l'occasion d'un événement aussi solennel, quoique contesté, son élection, il dit bon, les élections sont passées, faisons table rase du passé, rassemblons-nous pour construire le pays avec plus de démocratie, avec plus de liberté. Mais écoutez, bravo! Non, le communicateur qui vient, comme pour être un peu plus zélé, vous m'excusez le thème, pour dire non, mon chef, tu as mal parlé, c'est pas comme ça. Non, mais est-ce que ce n'est pas vous qui interprétez mal? Non, mais écoutez, je suis d'abord, je suis un avocat, et ensuite militant des droits de l'homme. Alors, moi, je trouvais ça très osé, que, à moins que ce soit le chef de l'État, et après qu'il ait fait la déclaration que son service, qu'on l'ait convoqué, qu'il ait convoqué le service de communication pour dire, bon, voilà ce que j'ai dit, qu'est-ce que vous en pensez? Et que, par excès de zèle, qu'on dit, ah non, monsieur le chef de l'État, vous ne pouvez pas le dire comme ça. Nous, on ne va pas dire, on va vous recadrer, mais en tout cas, nous, on va mieux dire, pour terroriser davantage les populations, alors que le chef est venu apporter un message d'apaisement. Et bien, tu référais qu'ils viennent pour dire non, voilà, fonce. Il faut avoir la non, quand même. Non, il faut faire le parallèle. Vous êtes un avisé de la scène politique. Oui, je sais, c'est parce que je suis un avisé de la scène politique que je dis que mon ami Umbedji, dans son verve, bon, que j'apprécie, mais aller un peu au-delà de ses compétences. Il n'a pas à recadrer le chef de l'État. Vous permettez que je pose la question? Il n'a pas à recadrer le chef de l'État. Je suis désolé. Je disais tout à l'heure, vous êtes un avisé de la politique. Vous êtes sur la scène il y a quand même des dizaines d'années. Quarantaine d'années. Des dizaines, bon, en tout cas. Oui, des dizaines, voilà. On parle de quarantaine, mais des dizaines d'années. Est-ce qu'un porte-parole du gouvernement, pensez-vous, peut venir intervenir sur un sujet aussi sensible sans l'aval de son patron? Est-ce que vous le pensez, vous, qui connaissez bien aussi le monde politique? Est-ce que c'est Ongwen qui est venu peut-être recadrer, comme vous le dites, ou bien il est venu repasser le message, clarifier le message du chef? Vous voyez, des fois... Votre lecture? Vous voyez, des fois, le chef a la volonté, mais son entourage le prend en otage. Vous comprenez? Il se pourrait... Je ne suis pas dans le secret de Dieu. Vous savez, souvent, les dictateurs, dans les apparences de fermeté, ont cet instinct humain qui est en eux. Autant cet esprit humaniste est en nous, autant l'esprit diabolique est aussi en nous. Vous comprenez? Lorsque l'humain surmonte le diabolique, alors vous devenez humaniste. Donc, peut-être dans cet élan d'humanité, il a pensé, repensé, relu son discours avant de venir le prononcer publiquement à l'occasion de sa deuxième prestation de serment. Vous comprenez? C'est un moment solennel où même ceux qui n'ont pas été des victimes d'arrestations politiques espèrent la mansuétude du premier magistrat de l'État, à savoir une grâce.
nous avons des détenus de droit commun qui ont dit, maître, est-ce que le président de la République ne va pas penser à nous? Est-ce que vous n'allez pas parler un peu pour que au moins il puisse savoir que nous sommes là, comme il le fait souvent, bon, de telle période à telle période, ceux qui ont commis telles infractions, bon, en tant que père de la nation, je vous gracie. Bon, les gens espéraient quelque chose de ce genre, les droits communs. Mais à plus forte raison, ceux qui sont arrêtés pour leurs opinions, et que le premier magistrat vienne publiquement, à la face du monde, faire des déclarations comme ça, et vous voulez que, bon, ça n'ait aucun impact sur la population qui sort d'un quinquennat vraiment où lui-même avait dit, donc serrons vraiment la ceinture. Et on en a serré vraiment, on a vécu des moments très difficiles. Vous comprenez? Et qu'ils viennent dire, bon, maintenant, plus de liberté, maintenant, plus de démocratie, et maintenant du social. Et maintenant, son communicateur, son chef de la communication, qui vient dire, non. Ne le croyez pas à ce que mon patron a dit, hein. Ce qu'il a voulu dire, c'est ça. Mais maître, mais c'est dangereux. S'il vous plaît. C'est dangereux. Reposons les choses, je suis tenté de dire un peu, sans passion. Non, alors, non. Maître, s'il vous plaît, maître. Lorsqu'on dit qu'il faut comprendre par ce message que l'impunité n'aura pas droit de citer, en quoi ce message enlève-t-il de la solennité au propos du chef de l'État? Oui, ça lui enlève sa solennité, parce que il veut parler de récidive, mais la récidive là, c'est par rapport à quelle loi? Hier, le lundi, j'ai plaidé un dossier. Voilà un jeune homme qui a fait qu'on avait condamné à 8 ans parce qu'il a volé une chèvre. Vous dites? À 8 mois ferme. Ok. Parce qu'il a volé une chèvre. Maintenant, ayant été peut-être habitué aux conditions de la prison, on l'a libéré et il va voler encore une moto. Ça, c'est de la récidive parce que la loi l'interdit. Ici, dites-moi, en matière de politique, en matière d'expression, de comportement cadrant avec notre constitution, où les libertés, le droit de grève, le droit, même s'il a été supprimé, les marches, les sittings, où tout est, la constitution est même révisée, reconnaît encore cela. Et que des citoyens, dans ce cadre, se manifestent, qu'on les arrête. Vous comprenez? Mais ils ne se sont pas manifestés parce que tout est calme, que la Constitution est respectée de l'autre côté. Mais, écoutez, on dit que s'il n'y a pas de fumée, s'il n'y a pas de feu, s'il n'y a pas de... on dit de fumée. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. Oui. Mais si le pouvoir n'avait pas posé des actes de nature à amener les populations ou bien certaines personnes donc à réagir, mais elles ne réagiraient pas. Récidive, c'est par rapport à 2019, que 2019, il avait pardonné. Mais en 2019, mais les gens j'ai défendu des gens qui avaient fait sans opposition, non, pas d'élection, sans opposition. C'est autour de ça qu'on avait arrêté les gens pour parler d'attroupement. Vous comprenez? Maintenant, pour les présidentielles, ce n'est plus pas d'opposition, pas d'élection sans opposition, mais c'est la même chose. Les Aïvor, les Rekia, tous ceux-là, ils disent ces élections ne se passeront pas sans nous. Vous comprenez? Mais en 2019, les gens avaient déployé des banderoles et fait des marches. Vous comprenez? On leur a demandé, mais pourquoi vous avez fait marche? Ils disent non, que la loi, que la Constitution leur dit, si on parle et on ne nous entend pas, qu'on peut marcher. C'est les populations, c'est les analphabètes qui le disent, des gens que j'ai défendus. Ceux-ci, c'est des constitutionnalistes, c'est des intellectuels de haut rang
des politiques de haut rang qui disent cette fois-ci, pas d'élection présidentielle sans nous. Elles doivent être inclusives. Et 50 millions, d'accord, mais comment vous appelez ça? Et parrainage, non. Qu'est-ce qu'ils ont fait de grave? Qu'est-ce qu'ils ont fait de si criminel, donc pour mériter un tel sort? Mais si on n'avait pas vicié par les lois, parce que nous sommes aujourd'hui gouvernés par les lois, c'est la dictature des lois. C'est pas comme la grossièreté qu'on a fait au temps du PRPB. Lui, il est plus raffiné, il s'est entouré d'une armée d'avocats qui pensent, de constitutionnalistes qui pensent et qui lui sortent les lois. Et il y a une assemblée pour ça. Il suffit d'appuyer et puis on lui sort la loi qu'il veut. Et puis il a dit, vous allez en souffrir, c'est la loi, vous allez en souffrir, mais vous n'y pourrez rien. Il a dit ça, oui ou non? Donc, à partir de cet instant, non. À partir de cet instant, lorsque tout est goupillé comme ça, vous voulez que les politiques croisent les bras pour dire, bon, voilà, on est d'accord? Non. C'est l'opposition, justement, qui fait la force du pouvoir. Sans opposition, pas de pouvoir. Alors, s'il y a de pouvoir sans opposition, on appelle ça de la dictature, ce n'est plus de la démocratie. Parce qu'il n'aura plus l'alternance, il n'aura plus les fondamentaux de la démocratie qui permettent, n'est-ce pas, de dire que ce pays, c'est un pays qui répond aux normes démocratiques. Alors, désormais, le défi, c'est ce que nous déplorons, c'est ce que les autres ont déploré. Bon, moi, c'est vrai, je suis militant du parti et du président de l'ODHP. Je n'avais pas approuvé leur manière de dire, bon, 5 avril, 6 avril, ici, à votre plateau ici, j'ai dit non, nous, au Parti communiste, nous ne nous inscrivons pas dans cette logique-là. Vous comprenez? Mais cependant, moi, en tant que président des droits de l'homme, je dois pouvoir défendre leurs droits, n'est-ce pas, à pouvoir s'exprimer, à pouvoir dire ce qu'ils pensent, et même des fois à pouvoir agir. Voilà. Le défi désormais est d'aller de l'avant. Le chef de l'État s'est inscrit aussi dans cette logique. Bon, est-ce que sur ce point, au moins, les explications vous conviennent? En tout cas, ce sont les téléspectateurs qui le voilà, et on va pouvoir aller à son opinion. Oui. Il faut aller de l'avant, puisqu'il y a beaucoup à dire. On veut savoir ce qui se passe, des chiffres envoyés ci et là pour parler de ces détenus. Mais avant, de la date du 23 à ce jour, est-ce que vous voyez quand même, au-delà de la polémique autour de la question de l'impunité ou autre, des signes qui vous rassurent de ce que, on a emprunté désormais la bonne piste? Ou la psychose est toujours là, les arrestations toujours d'actualité? Oui, c'est pourquoi je vous ai dit. C'est quoi, oui? Non, le oui, c'est ce que votre confrère Salano avait posé en disant, qu'est-ce qui fait votre réticence? Vous êtes toujours à ce niveau? Oui, non, c'est pas à ce niveau. On est en train d'évoluer ensemble là. Okay. Mais je rappelle quand même qu'il avait posé la question de savoir, qu'est-ce que nous avons, quelle réticence avions-nous alors que, bon, voilà. Mais c'est là où se trouve justement notre réticence. Les arrestations. Pendant que le chef de l'État a fait une déclaration aussi lumineuse, vous comprenez, aussi rassurante, aussi apaisante. Mais en sourdine, mais on continue d'arrêter. Même aujourd'hui, là où je suis là, je devais être à la criette parce que il y a le responsable des étudiants du Nord, un certain Malouine quelque chose, elle actuellement à la criette, je devais l'assister. On est allé l'arrêter. Mais les arrestations, depuis la prestation de serment, ont continué de plus belle aujourd'hui. Mais c'est des centaines. Avant, on disait, j'étais à votre plateau ici, j'ai dit que c'est 120, 125 ou 130 là. Mais aujourd'hui, c'est des centaines. Et tous les jours, on en arrête. Tous les jours, on m'appelle. Toujours en lien avec les événements. Tout en lien avec les événements, tous les jours. Demandez au président, au vice-président de la commission chargée de traquer les opposants. C'est quelle commission ça? Commissaire alors à nous bien. Il y a un vice-président. Oui, il y a un vice-président. Chargé de traquer. Oui, commissaire de la BEF, oui. Dans la mission de traquer, c'est ça? Bon, oui, dont la mission est de traquer.
Vous comprenez? Bon, vous prenez ça comme vous voulez. Moi, c'est ce que je dis. Parce que nous avions vécu cela au temps du PRPB, où la commission Zidowé Clément, donc notre tortionnaire, donc avait été président de la commission chargée de démanteler les réseaux PCB, donc la CNPZ. Donc il y avait une commission comme ça. Aujourd'hui, c'est le procureur spécial qui est le président de cette commission et le commissaire de la BEF en est le vice-président. Et tous les jours, ils ne font qu'arrêter les gens. Tous les jours. Mais que Dieu fait. Le gouvernement depuis la presse, depuis avant les élections, jusqu'à après les élections, on continue. Même aujourd'hui, je vous dis. Le gouvernement plaide la thèse de la séparation des pouvoirs. À partir de cet instant, je conclus. À partir de cet instant, comment voulez-vous qu'on n'ait pas de réticence par rapport à de telles déclarations qui, ma foi, avaient rassuré les gens et que même certains ont tout fait d'acclamer pour dire on félicite le chef de l'État, etc. Bon, des éminentes personnes qu'on ne pensait pas. On a compris, le sens de votre réticence. Alors, le gouvernement plaide la thèse de la séparation des pouvoirs. C'est l'exécutif, il n'a pas à se mêler de la justice. Qu'est-ce que vous en dites? Quelle est votre lecture? Non, vous voyez, nous sommes tous ici quand nous, à la création de la criette, on était les premiers sur vos chaînes ici à dénoncer cette criette-là comme étant une juridiction des opposants. D'autant que pendant qu'on envoie par wagon de ceux qui n'ont pas voulu adhérer et faire allégeance au régime, mais ceux qui ont des casseroles, PPA 2, Maria Greta, tous ceux-là, mais tous ceux-là, quand ils se sont rangés, eux, ils sont blancs comme neige, ils ne sont pas éligibles. Est-ce que ce discours tient aujourd'hui? Non, je viens, laissez-moi. Il y a même des conseillers du chef de l'État à la prison aujourd'hui. Laissez-moi. Vous voulez que j'explique? C'est vrai bien, mais quand vous donnez ces exemples... Non, mais est-ce que c'est faux? Ce que je dis, est-ce que c'est faux? Il faut savoir, quand je viens ici, là, ce que je dis, c'est vérifiable. Je suis d'abord des proches du chef de l'État en prison, on en compte désormais, non? Non, écoutez, faites le rapport. Bon, bref, donc je disais que vous avez fait que vous m'avez... Non, parlez évidemment des gens qui vont en prison en grand nombre, venant de l'opposition, la criette qui serait donc, en service. Je disais que les fondements de notre réticence étaient liés au fait que pendant que le chef de l'État avait fait cette déclaration, mais dans le même temps, on est en train d'arrêter massivement des gens. Vous comprenez? Massivement. C'est pas de l'invention, c'est la réalité. Donc, et c'est pourquoi nous disons, mais on ne comprend pas qu'on fasse une telle déclaration et que, donc, on vienne encore se comporter de la sorte. Vous avez parlé d'impunité, justement. Vous avez parlé d'impunité. Oui. Mais personne n'a jamais dit de ne pas sanctionner. Mais sanctionner, pourquoi et comment? Sur quelle base? Vous comprenez? Nous sommes dit, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, même si nous disons que le régime est un régime dictatorial, pour l'instant nous sommes régis par la Constitution du Bénin, et même si elle est révisée, de la Constitution de 1990. Nous sommes tous d'accord. Si nous sommes d'accord que la Constitution fait de notre pays un régime démocratique, ça veut dire que les citoyens ont le droit de s'exprimer. S'ils ont le droit de s'exprimer, ils ont le droit de manifester, alors faudrait-il les arrêter pour ça? C'est ceux-là qu'on appelle des prisonniers d'opinion. Et aujourd'hui, ils sont nombreux et leurs conditions, justement, parce que eux, ils sont des prisonniers d'opinion, des instructions ont été données pour que leurs conditions de vie soient les plus viciées. Quand vous dites ça, qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Conditions viciées. De quoi s'agit-il? Voilà. Conditions viciées. Oui. 1. Pour que ces détenus aient le droit de recevoir leurs parents d'abord. Allons les conditions. Ils sont enfermés
en tout cas pour ce qui est de ceux des détenus politiques enfermés dans des cellules exiguës d'à peine 32 mètres carrés. Ils sont plus de 40. Pour les autres, c'est différent. Ils sont où? Pour les autres, oui. Pour les autres détenus, oui. Ils peuvent au moins recevoir leurs parents, ils peuvent au moins circuler dans la cour de la prison. Mais pour les autres, non, ils sont enfermés 24 heures sur 24. À l'intérieur. À l'intérieur, vous pouvez le vérifier. J'interpelle le gars. J'ai écrit au garde des Sceaux à ce sujet, par rapport d'abord au cas de Mme Rekia, qui avait été vraiment brutalisée dans sa prison, où le régisseur et son gardien-chef ont investi. Donc, sa chose, l'a fouillé au corps. C'est quoi sa chose? Leur cellule féminine, là, les fouiller au corps. Confisquer son réfrigérateur, confisquer pendant qu'elle était en carême. Et son réfrigérateur, c'est le truc qui réchauffe au micro-ondes, son ventilateur, etc. Donc, tout a été confisqué pour les jouer. Allez voir le ministre Ntondi, mais c'est le régisseur qui est arrivé là, mais c'est un véritable agent de la Gestapo. Non. Mais bien sûr, mais quand tu fais l'excès de zèle, non, c'est la police républicaine, ni le garde des Sceaux, ni le président de la République ne lui ont demandé de faire autant de zèle sur des détenus. Vous êtes allé leur rendre visite? Je suis allé leur rendre visite. Qu'est-ce que vous avez constaté? Ce que j'ai constaté... À la prison civile de Cotonou, ici. À la prison civile, d'abord, laissez-moi finir avec la dame Rekia. Donc, on lui a confisqué tous ses appareils, tout ça, autorisé légalement par le directeur général de la prison, que, bon, à l'époque, j'avais apprécié ici. Mais jusqu'à présent, on ne lui a pas restitué ses appareils. Jusqu'à présent, jusqu'à avant-hier, on ne lui a pas restitué. Il a fallu au détour de sa crise, parce que l'excès de chaleur, tout ça, donc elle avait perdu connaissance. Bon, Dieu merci, elle s'est rétablie. Aujourd'hui, j'avais même appris qu'elle aurait demandé une évacuation sanitaire, ce en quoi elle s'est inscrite en faux. Et le gouvernement s'est saisi de ça pour dire, bon, si d'ailleurs mon cher confrère et Orula avait bien dans ses envolées dit que si son dossier était solide, que le gouvernement était prêt à l'examiner avec beaucoup de bienveillance. Vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire que, bon, si elle est prête à partir, nous sommes prêts à l'accompagner. Il n'est plus ministre. C'est quoi la mais là, il semble que j'ai lu sur les réseaux sociaux, son service de communication a dit, niet, je ne suis pas dans cette logique. On veut m'exiler. On veut m'exiler. Je n'ai jamais demandé une évacuation sanitaire. De la bouche de Mme Rekia, elle dit qu'elle n'a jamais demandé à qui que ce soit. Vous l'avez rencontré en personne? Je l'ai rencontré. Ah bon? Bien sûr. Ça fait déjà combien de jours? Non. Une semaine? Non, je crois avant-hier. Ah bon? Avant-hier, j'ai eu l'occasion. Et tout ce que vous dites... J'ai eu l'occasion de la rencontrer. Vous comprenez? Et tout ce qui a été confisqué, vous dites là, on lui a retourné déjà, non? Non, jamais, on ne lui a pas retourné. Ah bon? On ne lui a pas restitué. On dit, mais ce que vous avez confisqué, remettez-lui ça. Si vous ne pouvez pas lui remettre, remettez ça au moins à sa maman. À sa maman qui fait les va-et-vient. Mais c'est toujours gardé. C'est toujours gardé. Moi, j'ai écrit au chef de l'État, j'ai dit au chef de l'État, au procureur, au garde des Sceaux, pour poser le problème en tant que président de l'ODHP de toutes les situations dont les détenus ont saisi. Donc l'ODHP, leurs avocats aussi nous ont saisis. Et c'est à ce titre que j'ai écrit au garde des Sceaux pour dire non. Mais vous-même, vous avez eu, en tant qu'avocat avant, une cliente très célèbre, Madame Zoulé, qui avait été enfermée pour affaire de tentative d'empoisonnement. Mais il était sur tous les médias à l'époque. On l'a soutenu sur tous les médias. Mais aujourd'hui, les gardes des Sceaux, et bon, on dit c'est des instructions. Je suppose que c'est le garde des Sceaux qui a donné des instructions pour qu'on vicie, n'est-ce pas, empoisonne l'atmosphère là-bas. Non, je suppose. Bon, okay. Parce que chaque fois. Est-ce qu'il faut supposer non, mais ça? Écoutez, non, je le garde des corps. Parce que, pourquoi je dis je suppose? Oui. Vous comprenez? Tu vois, le régisseur dit, moi je ne veux pas d'histoire, j'ai reçu des instructions. Tu vois, le directeur général de la prison dit, c'est des instructions que nous avons reçues. Mais les instructions là viennent de qui?
de la chancellerie. Donc supposons que c'est le garde des Sceaux. Si c'est pas ça, il n'a qu'à dégeler la situation. C'est votre confrère, permettre. Oui, c'est mon confrère. Non, il n'est plus. Pourquoi ne pas Il est pour le moment, je dis. Oui. Non, vous voyez, c'est les situations de ce genre. C'est pas des conciliabules qu'il faut faire. Vous comprenez? Il faut dénoncer. Il faut dénoncer. Si je ne voulais pas faire passer par les voies autorisées, je n'allais pas lui écrire. J'ai écrit au nom de mon organisation pour faire état, n'est-ce pas, des situations au niveau des différents détenus. Et Rekia Magdougou, et Amisrete, et Joël Venons-en à ceux qui sont au niveau de la prison à Cotonou, de Cotonou, oui. et les Djenotins et les Oudouali à Chaux. Je fais la navette. Je suis un ancien prisonnier. Alors parlons des autres cas pour voir un peu les autres cas. Qu'est-ce qui se passe exactement avec les autres? Voilà, vous avez dit qu'ils sont dans des conditions déplorables. Oui, d'abord, donc j'ai déjà parlé de Dame Rekia. Pour l'instant, elle se porte très bien. Bon, elle se porte relativement bien. Mais pour le cas de ceux qui sont en prison ici, Vous parlez de quelle prison, là? Cotonou? Cotonou. Oui. Et les Joël Aïvo, le ministre Ntondi, les Thibaut Ogou, tous ceux-là, et ces jeunes. Vous voulez dire qu'ils sont tous ensemble? Ils sont tous ensemble. Ah bon? Plus de 32. Mais dans un enclos de moins de 30 mètres carrés, enfermés 24 heures sur 24. Mais ça dit, c'est quand leurs parents arrivent que remise de repas 5 minutes. Et les gardes sont là. Si vous ne pouvez même pas, des fois vous n'atteignez même pas les 5 minutes. Mais c'est pas possible. Pas d'échange? Pas d'échange. Sérieusement? Très sérieusement. Si c'est faux, le régisseur de la prison du civil de Cotonou n'a qu'à venir sur le plateau me démentir. Parce que je les ai rencontrés eux-mêmes. Le professeur Aïvo, je crois. Oui, c'est bien ça. Le ministre Moutondi, les autres, Thibaut et consorts, je les ai rencontrés. Mais pas plus le dimanche dernier. Rassurez-nous que les femmes ne se retrouvent pas dans les mêmes cellules que les hommes. Non. Okay. Et à Ouida, j'ai rencontré la dame Gaïa. Elle est très malade, vous voyez, Gaïa Saka. Mais elle souffre de la vitaminose. Et il paraît qu'il y a de suivi médical. Les infirmeries de prison, là, quel suivi médical? Quel suivi médical? C'est ça qu'on offre à tout le monde, maître. Monsieur le journaliste, oui. Vous avez un ancien bagnard. J'ai fait 5 ans à Segbana, donc je sais de quoi. Je parle en connaissance de cause. Donc c'est pas de... Et pourquoi je parle? Mais j'ai fait le tour des prisons avant que j'écrive au chef de l'État. Oh, pourquoi chaque fois, j'espère que le chef de l'État m'entend et qu'il va m'entendre. Donc j'ai écrit au garde des Sceaux. Vous comprenez? Autour de toutes ces situations. Donc, c'est un confrère à moi, mais il est dans ses attributs de ministre de la Justice. Moi, je suis dans mes attributs de président de l'Organisation pour la défense des droits de l'homme. Vous comprenez? J'ai des avocats, j'ai des clients personnels dans ce lot, mais je ne parle pas en tant qu'avocat. Est-ce qu'ils sont alimentés? Je parle en tant que président de l'Organisation pour la défense des droits de l'homme. Est-ce qu'ils sont le garde des Sceaux, je peux le défendre demain. Le chef de l'État, d'ailleurs, j'avais défendu le chef de l'État à l'époque. Mais on m'a dit non, qu'il a ses avocats. Je vous ai toujours dit ça ici. Quand on l'avait arrêté, on voulait l'enfermer comment on appelle, au commissariat central. Mais on était les premiers à arriver. On a dit non, qu'il a ses avocats, tout ça. Et donc, de me retirer. Est-ce qu'ils sont alimentés, les détenus dont vous parlez? Et est-ce que vous avez des chiffres précis actuellement du nombre d'arrestations, de personnes arrêtées? Non, je ne veux pas. C'est déjà... C'est des centaines. C'est au-delà de 300 en tout cas. Aujourd'hui, c'est des centaines. Mais écoutez, déjà les prisonniers qui sont là, leur alimentation pose problème. Maintenant ceux-là, mais pourquoi je crie? Parce que la personnalité du détenu en matière pénale est importante. Dame Rekia, on ne peut pas la traiter comme une vulgaire gangster, une vulgaire terroriste. Même les terroristes, Boko Haram, si on les prend, compte tenu de leur aura, on est obligé. Mais on a vu les Binouyoyo ici, non? Nous Biyoyo, qui sont de véritables malfrats, mais c'est des seigneurs en prison. Ils ont leur espace. Mais que dites-vous à ceux qui disent? Alors, donc maintenant, donc ça veut dire que le régime de Talon n'est pas là pour respecter les conventions internationales.
Quand le procureur spécial nous a invités autour, nous, avocats qui sommes dans le dossier Rikia Madougou, j'ai amené toute ma documentation des Nations Unies et de la Constitution. Sérieusement? Pour dire que non, je ne suis pas en train, monsieur le procureur spécial, je ne suis pas en train de demander des faveurs pour nos clients. Mais c'est des droits internationalement reconnus par les Nations Unies. Et c'est pourquoi j'ai écrit bon sang. J'espère que le chef de l'État m'entend encore. Au garde des Sceaux, pour lui faire, n'est-ce pas, pour lui faire état de tout ce qui est vécu. Donc, tout ce que les Ontonji, les Aévo, les Rekia Madougou vivent, les Thibault et les Djenotin vivent à la prison civile de choses là. Bon, je n'ai pas parlé de monsieur... l'ancien DG de la... Pour les dossiers, monsieur Joseph Tamayon. Joseph Tamayon, je suis allé le voir aussi. Oui. Donc, monsieur... Même situation, c'est ça. Même situation. La dame, la femme de Oudou Ali, ancien ministre de choses, est venue me voir en pleurs. Pourquoi? Maître, faites quelque chose. Je ne peux même pas parler à mon mari. À ce niveau-là? Oui. Pas parler à son mari? Je ne peux pas parler à mon mari. On dit non, c'est remise. Maître, pardonnez, aidez-nous. Vous comprenez? Mais une vieille qui vient de s'agenouiller dans votre cabinet pour vous demander, n'est-ce pas, de faire quelque chose, vous allez vous taire. C'est émouvant. C'est émouvant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des jours d'audience qui sont fixés déjà pour chaque... C'est pas la plupart de ces personnes. Oui, cette question est pertinente. La question est pertinente. Normalement, en flagrant délit, c'est la comparution immédiate. C'est la loi qui le dit. Oui, c'est la loi qui le dit. Mais vous ne savez pas pourquoi. Dès que on les présente au niveau du procureur, en dehors de Mme Rikia et de M. Saka Georges, qui sont mis à la commission d'instruction de la criette, tout le reste, c'est les flagrants délits. Joël Aïvo va passer le 15. Mes clients vont passer le 15 juillet. Et certains de mes clients vont passer le 27 juillet. D'autres vont passer le 9 août. Donc, il faut voir, c'est depuis avril qu'on les a arrêtés. Et puis, c'est 4 mois, 3 mois après qu'on va les juger. Dans le cadre du dossier Laurent Metton, qui est toujours en prison, ils sont allés en train de faire 3 ans maintenant. J'espère que le chef de l'État fera quelque chose par rapport à ceux-là de mes clients qui sont en prison depuis 3 ans. Donc, je disais que à l'occasion de leur dossier, oui, on a attrait devant la Cour constitutionnelle l'ancien procureur de la République, M. Togbono. Et la Cour constitutionnelle nous a donné raison pour dire que non, il ne pouvait pas mettre le dossier des choses 25 jours après leur présentation. Vous comprenez? 25 jours après. Aujourd'hui, c'est 3 mois, 4 mois quand même. Donc, nous avons introduit une demande de rapprochement de date, donc au niveau du procureur spécial, afin que... Et la suite, c'était quoi? Bon, vous attendez. Mais un avocat ne va pas faire une demande et s'attendre à être, que ça soit enregistré. Ce n'est qu'une demande. Mais on souhaite qu'elle soit favorablement accueillie. Mais on l'a quand même fait. Parce qu'on ne peut pas rester bras croisés à regarder Maître, nos clients si vous devez croupir en prison comme ça. Donc voilà l'état des lieux au niveau des prisons. 1, les arrestations se poursuivent, oui, de plus belle. 2, ceux qui sont arrêtés dans ce cadre ont des positions, des conditions de vie très exécrables, pire qu'au temps du PRPB. Et deuxièmement... Troisièmement, les Rekia, eux, ils sont dans elles ne connaissent même pas leur date. C'est depuis que leur arrestation, le 5 mars, ce n'est que tout récemment que, je crois qu'après le passage de veille, donc c'est tout récemment, donc on a été programmé. Pour les autres, c'est flagrant délit à des dates différentes. Voilà. Donc, voilà l'état des lieux. Maître, merci, c'est nous qui vous remercions pour la disponibilité. Je ne finirai pas appeler à travers votre plateau, le chef de l'État, le président de la République, père de la nation, pour qu'il ne suive pas les comportements va-t-en-guerre, donc de ces éléments un peu
radicaux, parce que dans les choses, il y a des radicaux, il y a les modérés, ces éléments radicaux. Message entendu, maître Aboubacar Parapé, ce fut un plaisir. Merci d'avoir été des nôtres. On espère vous retrouver très bientôt, chers téléspectateurs. Oui, Landry Salan, on se sera tout pour aujourd'hui. Oui, chers téléspectateurs, oui, et tous les plateaux ne se valent pas. Pour aujourd'hui, recevez-le ainsi. Et à très bientôt avec toujours le même entrée. Merci beaucoup, je vous remercie.